Alors on parle aujourd'hui beaucoup d'Europe sans toujours savoir de quoi est-ce qu'on parle. Alors notamment aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, on accuse l'Europe de ne pas savoir se mobiliser de manière collective, de manière à enrayer les conséquences, notamment les conséquences économiques de l'épidémie. Donc il s'agit pour nous de s'interroger déjà sur ce que l'on entend par le mot Europe et plus précisément le mot Union européenne. Donc l'Europe, en réalité, a une origine largement mythologique. La première fois qu'on entend parler du mot Europe, c'est dans les écrits des grands classiques grecs, Hésiode, Homère, qui décrivent Europe comme une jeune fille, donc c'est elle, qui serait la fille d'Agénor, le roi de Phénicie, donc l'actuel Liban, lui-même fils de Poséidon. Et donc la légende veut que Zeus, le dieu des dieux, subjugué par la beauté d'Europe, eh bien, se soit transformé en taureau et l'est enlevé pour ensuite mieux la séduire. Donc voilà d'où nous vient le terme Europe. Parmi vous, s'il y en a qui aiment l'histoire, je vous conseille vraiment de lire ce livre de Jacques Le Goff qui nous explique voilà, concrètement d'où vient l'Europe et quels sont les enjeux qu'il y a aujourd'hui autour de l'Europe. Voilà. Et en particulier, on trouve dans ce livre une référence à Hippocrate, donc le fameux médecin, qui est le premier en fait à opposer du point de vue de leur caractère les Européens et les Asiatiques. Donc les Européens qui seraient plus volontiers bagarreurs, de tempérament plus sanguin, et les Asiatiques qui seraient de tempérament plus calme, plus posé. Voilà. Donc il y a en fait l'intérêt de raisonner en termes mythologiques, c'est de voir dans l'Europe originelle une forme d'unité, unité entre les peuples, qui permettrait de distinguer les Européens des Asiatiques. Alors, si on parle non plus seulement d'Europe, mais d'Union européenne, il faut se demander concrètement pourquoi est-ce qu'on a fait l'Union européenne. Donc au départ, il y a clairement la volonté politique d'en finir avec les tragédies de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, que sont les guerres. Donc les guerres avec la Prusse, ici en 1871, la Première Guerre mondiale et bien sûr la Deuxième Guerre mondiale. Donc on se dit, voilà, il faut en finir avec les tragédies humaines que représentent ces conflits mondiaux, et pour ça, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on construise une Europe. Et le choix va être fait à partir donc de l'après-guerre, et puis surtout à partir du traité de Rome en 1957, de privilégier la dimension économique. On se dit, voilà, si on veut éviter qu'il y ait des guerres entre nous, alors il faut que nous construisions un espace économique solide. Alors concrètement, donc ça c'est l'objet de l'activité 1, la construction de l'Union européenne a procédé par étapes. Donc vous avez ici la première étape, qui est l'étape du libre-échange, puis l'union douanière, puis le marché commun, puis l'union économique, et puis enfin la fédération. Donc au départ, donc à partir de 1957, l'Union européenne est une zone de libre-échange. C'est-à-dire, c'est une zone dans laquelle sont supprimées les barrières douanières. Donc on se dit, voilà, il faut qu'on favorise la circulation des marchandises entre nous, et donc on supprime les droits de douane entre les pays membres de l'Union européenne. Progressivement, cette zone de libre-échange se transforme en union douanière. Donc qu'est-ce que c'est qu'une union douanière? C'est une zone de libre-échange à laquelle on ajoute une autre caractéristique qui est celui de définir des tarifs douaniers extérieurs communs. C'est-à-dire que non seulement on supprime les droits de douane entre pays membres de l'Union européenne, mais en plus on s'oblige à appliquer les mêmes tarifs douaniers vis-à-vis des pays extérieurs à l'Union européenne. L'étape suivante, c'est celle du marché commun. Donc le marché commun, fondamentalement, c'est une union douanière à laquelle on rajoute une autre caractéristique, celle de la libre circulation des facteurs de production. Donc on permet au travail et au capital de circuler sans entrave dans l'ensemble de l'espace de l'Union européenne. L'étape suivante, l'union économique, qui est donc un marché commun auquel on ajoute l'harmonisation des politiques économiques. Les politiques économiques, je vous le rappelle, qui peuvent être soit conjoncturelles, soit structurelles. Et parmi les politiques conjoncturelles, il y a la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc on essaie de s'harmoniser, c'est-à-dire de s'entendre et d'essayer d'appliquer des règles communes en matière de
politique économique. Par exemple, pour ce qui concerne la politique budgétaire, on va essayer de faire en sorte qu'on limite collectivement le recours au déficit budgétaire. Ou bien en matière de politique monétaire, donc là on est parfaitement harmonisé puisqu'il n'y a qu'une seule politique monétaire au sein des pays membres de la zone euro, c'est-à-dire 19 pays. Et donc la dernière étape, l'étape ultime de l'intégration, c'est la fédération. La fédération, c'est une union économique et monétaire à laquelle on ajoute le fédéralisme fiscal et social. C'est-à-dire qu'on s'oblige à définir exactement les mêmes règles en matière de fiscalité et de protection sociale. Bon, cet aspect-là, clairement, aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est d'abord une union économique et une union monétaire uniquement pour les pays membres de l'Union européenne qui ont l'euro comme monnaie. Clairement, le fédéralisme, aujourd'hui, il n'est pas véritablement d'actualité. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord pour faire une Europe fédérale qui serait calquée sur le modèle des États-Unis. En réalité, aujourd'hui, on est vraiment sur une union économique et monétaire et la question n'est pas tranchée aujourd'hui sur le fait qu'il faille ou non transformer l'Europe en Europe fédérale.